Nos interesa luchar porque puedan existir los bienes comunes. Nous nous battons aussi pour la préservation de la propriété collective. Elle doit être protégée contre l'appétit des multinationales et du gouvernement mexicain qui cherchent par tous les moyens à se les approprier pour les privatiser. Il ne doit pas y avoir d'accumulation du capital par la dépossession des paysans. Les petits exploitants doivent garder le contrôle de leurs ressources qui sont en fin de compte des biens communs. Les semences, les forêts, l'eau, la terre, la biodiversité. Il faut empêcher que les multinationales n'accaparent ces biens à des fins commerciales, car cela va contre l'intérêt du plus grand nombre. Les petits exploitants sud-coréens connaîtront bientôt le même sort que leurs homologues mexicains. Comme eux, ils vont passer à une économie de subsistance et être jetés dans la pauvreté. Un accord de libre-échange avec l'Amérique et l'Europe vient d'être signé. Il sert en premier lieu les intérêts des grands conglomérats, pas ceux de l'agriculture. Que mangeront les Coréens demain? Moins de riz, c'est certain. Les multinationales travaillent depuis longtemps à la mondialisation des habitudes alimentaires, à commencer par celle des 2 millions d'habitants de Séoul. Ici, le riz a la même signification économique et culturelle que le maïs au Mexique. Aujourd'hui, les Sud-Coréens produisent plus de riz qu'ils n'en consomment, ce qui fait baisser le prix de la céréale. Les importations des États-Unis, d'Égypte et du Japon, imposées par l'Organisation mondiale du commerce, font encore chuter les prix. Avec l'accord de libre-échange, la situation des petits exploitants va encore s'aggraver. Comme beaucoup d'autres, Yesun Park cultive moins d'1 hectare de terre. La moitié de sa récolte suffit à le nourrir. Le reste, il le vend à l'État, lequel lui paie un forfait, un prix subventionné. Pour l'instant. Quand l'accord de libre-échange entrera en vigueur, ces prix garantis disparaîtront. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter ce que le gouvernement a décidé de faire. Nous ne pouvons pas lui donner des ordres. Nous, les petits exploitants, nous n'avons aucun pouvoir. À quoi cela servirait-il de leur faire connaître notre avis, puisque nous ne pourrons pas l'imposer? Le gouvernement nous a promis d'acheter notre riz à 66 cents le kilo, réglé en liquide. C'est bien. Il ne donnera pas plus. Ça ne sert à rien de manifester. Les syndicalistes de la Ligue des paysans coréens sont moins résignés que Yesun Park. Ils organisent des manifestations dans tout le pays contre l'accord de libre-échange et la politique agricole du gouvernement sud-coréen. Pour eux, la situation est désespérée. Il y a quelque temps, 2 paysans se sont suicidés parce qu'ils n'avaient plus aucun espoir en l'avenir. Nous voulons des prix garantis. C'est leur exigence. Nous sommes sacrifiés parce que le gouvernement veut exporter davantage de voitures et de téléphones portables et il nous conduit droit à la pauvreté. Dans le monde, il y a 2 milliards de petits paysans. Pour la plupart, ils sont en Asie et en Afrique. Que mangerons-nous demain? Cette question, 1 milliard d'êtres humains se la posent chaque jour. Et ce sont en majorité des petits exploitants.
Le problème, c'est que les petits fermiers ont été marginalisés politiquement. Du point de vue économique, ils ne constituaient pas un investissement rentable. Ils ne présentaient aucun intérêt pour les décisionnaires. Et de ce fait, pendant de nombreuses années, ils ont été considérés comme un problème, pas comme une partie de la solution. Le résultat, c'est que de très nombreux petits producteurs se sont retrouvés confinés dans une économie de subsistance. Il faut redonner voix à ces paysans et intégrer leur point de vue dans les décisions. C'est essentiel pour trouver des solutions viables. On n'arrivera pas à lutter contre la faim et la malnutrition sans soutenir cette large portion de la population. N'oublions pas que 2 milliards de personnes dépendent des produits de ces petites exploitations pour vivre. C'est absolument vital pour vaincre la pauvreté. Comment lutter contre la faim dans le monde? Cette question, voilà 25 ans qu'un chercheur de l'université Kyonghae, en banlieue de Séoul, se la pose. Il lui a consacré sa carrière scientifique et ses recherches. Aujourd'hui, dit Guinéungan, une rizière d'1 hectare nourrit 27 personnes. En 2050, il faudra qu'elle en nourrisse 43 si la population mondiale continue d'augmenter comme elle l'a fait jusqu'ici. Les gens qui sont pauvres n'ont pas les moyens d'acheter de la viande ou du lait. Ils consomment énormément de riz et de blé et ont des carences en vitamines et en minéraux. Ils risquent donc de tomber malades ou leurs enfants peuvent mourir en bas âge. Alors j'ai tenté d'augmenter le taux de fer et de zinc dans le grain de riz. Si nous pouvons leur fournir un meilleur riz, nous pourrons sauver de nombreuses vies. Sauver des vies, réduire la malnutrition, c'est le but de ses recherches. Son riz transgénique enrichi en fer et en zinc n'est pas seulement stocké dans sa banque de semences, il est aussi expertisé par une commission gouvernementale en vue d'être autorisé. En attendant, Guinéung se consacre à un nouveau projet en collaboration avec 40 scientifiques du monde entier et l'Institut international de recherche sur le riz basé aux Philippines. Ils veulent modifier génétiquement le riz pour que le plant de riz C3 réalise sa photosynthèse aussi efficacement que le plant de maïs C4. Pour cela, il faut transformer la céréale. Il y a 2 types de plantes, la C3 et la C4. La C4 est comme le maïs. Elle fixe le carbone plus efficacement. Si nous pouvons créer un riz identique au maïs sur ce point, par exemple, les fermiers pourraient en produire 30 voire 50% de plus. Il faut modifier la structure de la feuille pour qu'elle ressemble au C4. Et aussi la biochimie de la plante. C'est un grand défi, ce ne sera pas facile, mais c'est notre rêve. Ce rêve est notamment financé par l'argent de Bill Gates, dont la fondation s'est engagée dans la lutte contre la faim. Que se passera-t-il s'ils réussissent? Leur création sera-t-elle brevetée? Même si nous la brevetons, ce sera pour éviter que cette technologie tombe aux mains de l'industrie. Nous en ferons don aux pauvres. Ce ne sera pas pour en tirer de l'argent. Guinéungan ajoute qu'ils pourront peut-être atteindre leur but d'ici 10 ou 20 ans. À l'heure actuelle, 1 milliard d'hommes ont faim et 25 000 meurent tous les jours des conséquences de la faim et de la malnutrition.
11 000 kilomètres plus loin, en Occident. Don Coover travaille aussi dans la génétique, mais dans un domaine différent. Il élève des clones. Cet ancien pilote de l'armée de l'air est aujourd'hui vétérinaire et homme d'affaires. Dans son ranch de Galsbury, au cœur du Kansas, il pratique ce que demande sa clientèle: insémination artificielle, transfert embryonnaire et transfert d'embryons issus de clones. Pour lui, le clonage est un secteur d'avenir. Bien sûr, il concerne seulement les animaux qui en valent la peine et l'investissement. Car un clone coûte très cher, entre 10 et 20 000 dollars. C'est ici qu'il nourrit ses veaux et ses futures mères porteuses. Pour son activité, il a besoin de bonnes génisses car ce sont elles qui vont donner naissance aux clones. Avons-nous besoin de viande clonée? Don est réaliste, on peut s'en passer bien sûr, mais les possibilités de cette technologie le fascinent. Sa société s'appelle SEK Genetics et ses veaux font sa fierté. Tout ça, ce sont des clones. Celui-là est un clone d'Angus et ces 5-là sont issus de la vache B615. La satisfaction de Don est évidente quand il nourrit ses clones. Ce projet de clonage est une réussite. Nous en sommes très fiers. Est-ce que ça peut rater? Il est parfois difficile de reprogrammer les lignées cellulaires. Il y a des pertes d'embryons. Ils meurent. Parfois, les veaux vont jusqu'à la naissance, mais ils présentent des défauts. Mais on voit la même chose chez les bêtes normales. John a fait 2 heures de route avec 5 mères porteuses pour le transfert embryonnaire. David, l'assistant de Don, va déterminer à l'aide d'un échographe si elles sont en période de fécondité. Il pratique d'abord une anesthésie locale. Vous voyez ici le cercle avec le trou au milieu, ça prouve qu'elle a ovulé. Côté droit, c'est bon. La 99 est bonne, à droite. L'embryon est dans une paille logée dans cette seringue. Ici, il s'agit d'un embryon normal. Mais un embryon cloné va être inséré en même temps. Don ne produit pas des clones tous les jours, mais quand il reçoit une commande, c'est lui qui prépare le matériel génétique, le noyau cellulaire de l'animal à cloner. Il ne procède pas lui-même au clonage. Pour cela, il faut une licence spéciale et Don ne l'a pas. C'est un institut de Pennsylvanie qui le fait pour lui. L'embryon cloné, comme celui-ci, peut être livré de nuit par transporteur si Don en a besoin dès le lendemain matin. Ici, il stocke des milliers d'échantillons de sperme. Du sperme de taureaux clonés. Ce qui me fascine, c'est la possibilité de copier et de préserver le matériel génétique qu'on trouve particulièrement utile. Et on peut le reproduire en quantité illimitée s'il y a des débouchés économiques intéressants. John veut photographier le clone d'un descendant de Yellow Jacket, la star des taureaux reproducteurs. Ce veau blanc est issu de son clonage. L'éleveur aime exhiber la photo de son protégé. And those 2 little black calves are clones of Rick Fry 602.